Les conseillers communaux récemment élus peinent à s'installer. Il manque presque de tout. Pas d'émoluments, pas de frais d'installation, voire pas de locaux pour siéger. Ils font parfois l'objet des moqueries des bourgmestres qui les traitent comme bon les semble. Leur calvaire ne semble inquiéter personne. Les élections des bourgmestres renvoyées au calendrier grec. À quand le démarrage de la machine pour le développement à la base, comme le veut la Constitution? Mandat validé, règlement intérieur adopté. Pourtant, les conseillers communaux n'ont encore reçu ni frais d'installation, ni salaire de la part de l'État. Proclamés élus le 23 janvier 2024 par la CENI, ces élus municipaux sont visiblement abandonnés à leur triste sort. C'est seulement en juillet dernier qu'ils ont commencé à perdre leur patience, 6 mois après le début de leur mandat. Ils l'ont exprimé devant le Palais du Peuple, siège du Parlement. Une légitime indignation coulée dans un mémo de colère. Les conseillers communaux issus des élections du 20 décembre 2023 décrivent avec amertume les conditions difficiles auxquelles font face les différents conseils communaux de la République et pourtant installés par le gouvernement conformément à la loi depuis février 2024. Au-delà de l'exigence de l'organisation des élections des bourgmestres et des conseillers urbains, les conseillers communaux réclament l'amélioration des conditions de travail et le paiement des émoluments qu'ils n'ont jamais touchés. Exigeons à la CENI la convocation des élections des conseillers urbains et de bourgmestres dans un bref délai afin de rendre effective la décentralisation telle que voulue par la Constitution de 2006, rendue possible par la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, qu'est-ce qui bloque le fonctionnement des parlements communaux? Pourtant, des dispositions semblent avoir déjà été prises avant d'ailleurs les élections. La RDC compte au total 311 communes disposant de conseils municipaux et 734 secteurs et chefferies, dotés eux aussi de conseils de secteur ou de chefferie. Les conseillers sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable. C'est lors des scrutins du 20 décembre 2023 que 915 conseillers communaux ont été élus pour la première fois dans l'histoire de la RDC. La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie les résultats provisoires à l'élection des conseillers communaux tels que repris dans les annexes de la présente décision. Les résultats provisoires de l'élection des conseillers communaux sont publiés par circonscription électorale dans les chefs-lieux de province. Nombreux tournent les pouces et leur rôle désacralisé, manquant selon toute vraisemblance même des bureaux de travail. Question: qui sont les conseillers communaux et quelles sont réellement leurs missions? Les conseillers communaux font office d'élus locaux des organes délibérants dans les entités territoriales décentralisées, pour dire les communes urbaines et rurales. Ils sont élus par suffrage universel direct et la commune est la circonscription électorale dédiée pour eux. Ils ont entre autres mission de légiférer au niveau local et d'élire les bourgmestres et des échevins. Ils donnent également des avis et peuvent conseiller ces derniers sur des questions restreintes liées aux compétences locales. Ce rôle de conseiller est piétiné par les bourgmestres nommés par ordonnance présidentielle et qui sont encore en place. Les élections des bourgmestres qui devaient être organisées le 19 juin dernier ont été reportées à une date ultérieure pour raison de contraintes budgétaires. Malgré cette raison avancée par la centrale électorale, les conseillers communaux estiment qu'ils devaient bénéficier d'un traitement juste et à la hauteur de leur rang. À côté du retard pris dans le versement de leurs émoluments, les conseillers municipaux dénoncent un traitement dégradant et la cible d'attaques criminelles dont certains d'entre eux font l'objet en province. À Kisangani, en mars dernier, des hommes armés ont cambriolé le domicile d'Alexis Moreira, conseiller communal de la commune de La Chopo. Il y a encore quelques semaines, un président du conseil communal a été victime d'enlèvement. C'était la nuit, vers 2 heures du matin. J'ai attendu un peu dans la maison. Et quand je suis sorti, j'ai vu un monsieur avec une torche sur le front. Et
j'ai crié voleur, voleur, voleur. Et en le suivant, il m'a tiré un balle. C'est comme ça que j'étais rentré à la maison et lui, il est parti. Là, tout ce qu'il voulait prendre, il est parti. Les conseillers communaux de la République condamnent avec fermeté l'enlèvement du collègue conseiller président du conseil communal de Selembao, Pépé Kingoudi, qui serait détenu dans les locaux de... Monsieur Mouleka, apparemment, les conseillers municipaux ou communaux ne sont pas les bienvenus en République démocratique du Congo. Le problème est plus complexe qu'on le pense. C'est que notre Constitution, depuis 2006, a posé le principe de la décentralisation. Exactement. Ou du développement à la base, comme un des piliers de développement. La grande difficulté, c'est qu'il y a énormément de forces de résistance. Depuis 2006, la retenue à la source n'a jamais été appliquée. Exactement. Qui a été remplacée par la rétrocession. Cette rétrocession n'est pas régulière, on le sait. Exactement. Et donc même les députés provinciaux connaissent les mêmes problèmes parce qu'il y a ceux qui ont été élus, je crois qu'ils ont été payés un seul mois. Et donc on a un sérieux problème de résistance déjà à la décentralisation. Ensuite, lorsqu'on veut organiser de telles élections, il nous faut anticiper les questions qui viennent. C'est 915 personnels politiques qu'il faut payer. Et donc, c'est des dépenses... quelques cabinets aussi. Hein. Quelques cabinets, c'est des dépenses supplémentaires qui doivent être budgétisées et qui doivent nous prendre part de plus en plus dans les dépenses habituelles. On sait au Congo, l'une des grandes faiblesses que nous avons, c'est l'anticipation stratégique. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, par exemple, a été construite par l'Union européenne dans le cadre du partenariat. Donc, si on avait attendu le gouvernement, l'Assemblée serait continuée à siéger au Collège Boboto, chez les prêtres catholiques. Et donc, on a ce vrai problème entre notre planification, nos choix politiques et la planification des ressources dans les décisions politiques que nous prenons. Depuis 2019, on reporte ces élections parce qu'il y avait énormément de contraintes. Des contraintes liées à la fois au lieu où ils vont siéger. On sait que les communes ne disposent pas des grandes salles bien aménagées. On sait également qu'il y avait une contrainte en termes de personnel politique à prendre en charge. On ne parle que de 915, c'est-à-dire les élus des chefs de province. Imaginez si on avait organisé partout, on aurait un personnel qui tournerait au-delà de 3000. Exactement. Et donc l'enveloppe serait bien plus grande. Il y a ces questions de fond, à la fois des résistances à la décentralisation qu'il faut élever. Il y a ces questions de finances publiques. On a commencé l'année avec beaucoup de retard dans les finances publiques. Les agents publics ont subi également le retard de paiement. Et face à des ressources bien limitées, l'exécutif n'a pas vraisemblablement privilégié les provinces. Et puis à la fin, vous avez aujourd'hui une forme d'hybridation entre des bourgmestres nommés. Et c'était d'ailleurs ma prochaine question. Comment gérer ça? Il y a des bourgmestres nommés et des conseillers élus. Comment gérer ce rapport-là? En principe, on devrait aller vers des élections pour avoir des élus qui peuvent contrôler des bourgmestres. Dès le fait qu'on a annulé ou qu'on a suspendu les élections des bourgmestres, on a plongé dans une forme sui generis, parce que le Congo, nous sommes très forts à créer des formes generis, où vous avez une cohabitation malsaine entre des bourgmestres nommés et qui n'acceptent pas le contrôle de l'Assemblée locale, faite des conseillers municipaux élus. Les tensions sont nées du fait que certains conseillers ont commencé à manifester la volonté de contrôler les recettes au sein des communes. Et puisque certains bourgmestres sont rechignants à ce contrôle-là, voilà que naissent les tensions entre les bourgmestres et les conseillers, et qui aujourd'hui peut être source d'insécurité pour certains. Mais fondamentalement, le problème vient du fait qu'on n'a pas organisé les élections. Soit il faut faire un choix, à savoir organiser très rapidement les élections, et nous permettre d'avoir des bourgmestres qui rendent compte aux conseils municipaux, soit il faut alors assumer l'hybridation qui se met en place malgré nous et qui va nous amener transitoirement vers un modus operandi où vous aurez des conseillers municipaux qui sont élus, mais qui n'auraient pas de moyens de contrôle sur des bourgmestres. Mais ce serait une forme sui generis qui ne sera pas constitutionnelle, qui remettra en question la décentralisation et qui, fondamentalement, ne va pas produire l'effet escompté. Parce que lorsqu'on a voulu avoir des bourgmestres élus, c'est parce qu'on voulait avoir des bourgmestres qui rendent compte dans la proximité, renforcer la redevabilité et donc plus d'impact dans les politiques de développement des proximités. Or, quand vous avez des bourgmestres qui ne sont pas élus et donc qui sont redevables à ceux qu'ils ont nommés, il ne faut pas attendre d'eux qu'ils rendent compte à l'Assemblée et à la population. Donc, on va tomber dans l'hybridation habituelle et qui va malheureusement déformer la Constitution, la violenter comme d'habitude. Donc, si je comprends bien, ça a été précipité, ces élections des conseils communaux. On n'a pas anticipé certains pans, notamment des pans logistiques et des pans financiers. On ne les a pas anticipés en termes de planification pour que vous ayez des élus qui viennent
trouver les conditions, un environnement nécessaire pour fonctionner. On a fait comme on aime bien faire au Congo. Allons d'abord, quitte à ce qu'au fil du temps, on s'adapte. On va commencer à s'adapter, à améliorer tout ça. Aux réalités. Mais cette façon de fonctionner, ça va toujours nous amener vers des couacs tels que nous voyons aujourd'hui. Ça a été le cas déjà pour les assemblées provinciales. Allons d'abord. Ça a été le cas pour beaucoup de juges qui ont été nommés en province, avec les nouvelles provinces parfois sans équipement. Allons d'abord. Eh bien, c'est le cas également avec les assemblées municipales. Allons d'abord, quitte à ce qu'au fil du temps, on s'adapte. Quand même que on aime bien fonctionner comme ça. Ça a des incidences négatives. Énormément sur l'efficacité, sur la redevabilité, sur le développement à la base, parce que, j'insiste, vous avez des bourgmestres nommés, et quand ils sont nommés, ils sont redevables à ceux qui les nomment, et pas forcément à la population. L'avantage d'avoir des élus locaux, c'est que les bourgmestres sont redevables vis-à-vis des élus, qui eux-mêmes sont redevables vis-à-vis des citoyens. Et donc, ça renforce davantage cette pyramide renversée d'avoir des politiques de proximité pour l'intérêt des citoyens. Et donc quand on tombe dans ça, c'est les citoyens qui sont abandonnés. Les conseils communaux doivent garder leur mal en patience. Bon, je pense qu'on va aller, comme d'habitude, dans l'attendant. Que les solutions soient trouvées, un gouvernement qui vient à peine d'entrer et qui a probablement beaucoup de priorités sur la table, y compris la priorité sécuritaire. Ils seront petit à petit mis en condition au fil que nous sommes en train d'avancer, que le gouvernement prend la maîtrise également des dossiers, et probablement jusqu'à fin décembre, ou avec le budget 2025, par exemple. On pourra avoir des bonnes solutions. En attendant, c'est la population qui va regarder le scénario continuer comme ça. Ce sera là votre dernier mot par rapport à cette émission? Le dernier mot, c'est que notre vrai défi aujourd'hui, c'est l'intelligence stratégique. Il nous faut apprendre stratégiquement à comprendre nos points forts et à travailler dans la durée. Parce que la guerre que nous avons à l'Est, ce n'est pas une guerre qui a commencé hier, c'est une guerre qui a fait pratiquement 30 ans et qui va, dans la durée, encore s'accélérer. Je prends un indicateur simple pour chuter. Vous avez aujourd'hui une forte tension sur l'or qui est liée au fait que beaucoup de pays sont en train de chercher à diversifier les réserves d'échange liées au dollar et à toutes les tensions liées à la guerre à l'Ukraine. Ça veut dire que les tensions sur l'or vont continuer. Et tant que les tensions sur l'or vont continuer, la pression du Rwanda sur la maîtrise des réseaux économiques de l'Est va continuer. C'est à nous également de réfléchir comment nous profitons de l'opportunité aujourd'hui qu'il y a un intérêt mondial sur l'or pour qu'un marché intérieur de l'or du Congo soit mieux valorisé, nos chaînes d'approvisionnement mieux garanties, pour que nous permettions à ceux qui veulent accéder à l'or accèdent directement par le Congo. Il y a des réponses économiques et pas uniquement militaires. C'est pourquoi je dis qu'il faut développer une intelligence stratégique plus large et qui nous permette de répondre systémiquement à la guerre de l'Est. Merci beaucoup, M. Christian Moleka, d'avoir répondu à notre invitation et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est moi qui vous remercie. Vous serez toujours le bienvenu ici à B1 Télévision. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce MAG du dimanche. Nous nous retrouvons demain lundi pour le compte de la grande édition de la soirée. Au revoir.